Thierry Dagiral. Et à 18h18, l'invité d'Europe Soir est philosophe. Il vient de publier L'art d'être français aux éditions Bouquin. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Une première question d'actualité. Vous êtes favorable au pass sanitaire. Quel regard vous portez sur l'opposition qu'il cristallise là en ce moment ? Je pense que moi, c'était plutôt, il fallait plutôt défendre le vaccin pour tout le monde. C'est une façon de dire, on n'impose à personne, mais si vous ne le faites pas, finalement, vous aurez des problèmes. D'où cette ubérisation de la police qui consiste à dire que les restaurateurs, les gardiens de piscine vont se transformer en policiers. C'est un peu n'importe quoi. Vous-même, vous êtes vacciné ? Oui, bien sûr. D'abord, moi, j'ai eu le Covid. Et ensuite, dès que ça a été possible, je me suis fait vacciner parce que, je suis un enfant de la République et à l'école, on m'a appris Pasteur, la sepsie, l'antisepsie, la génération spontanée, la rage, etc. Et je trouve assez sidérant qu'aujourd'hui, on délire avec les vaccins en imaginant que les médicaments ne sont pas là pour soigner, mais sont là plutôt pour tuer. Donc, je défends les vaccins, bien sûr. Et justement, Michel Onfray, comment vous percevez ces rassemblements de plus en plus forts tous les week-ends, 166 000 le week-end dernier, anti-vax, mais pas que, dans les rues de France? Je ne vais pas faire de prédiction, mais je pense que si Emmanuel Macron était anti-vax, il y aurait à peu près autant de gens dans la rue pour dire que le vaccin est nécessaire, qu'il faut les faire et qu'il faut les étendre à tout le monde, quoi. Ouais. Donc, je crois qu'il y a une espèce de mécontentement à l'endroit d'Emmanuel Macron qui fait qu'il cristallise. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a maintenant les anti-vax, c'est pas exactement la même chose. J'entends dire que c'est le retour des gilets jaunes, ce que je ne crois pas. Mais il y a un vrai mécontentement. Il y a eu un nombre considérable de gens qui se sont abstenus lors des dernières élections. Il y a un mécontentement, il se manifeste dès que c'est possible. Et tout ça est lié pour vous? Oui, il n'y a pas de ligne claire chez Emmanuel Macron. En même temps, c'est qu'à une époque, on utilisait pas de masque, et puis après, masque obligatoire, pas de passe vaccinal, et puis passe vaccinal. Une époque, le vaccin AstraZeneca était formidable, puis un jour on nous dit non, pas du tout, vous pouvez le prendre, puis le lendemain on nous dit si, vous pouvez le prendre à nouveau. Il y a juste à un moment donné, les gens ne croient plus Emmanuel Macron et disent les complotistes sont très heureux de pouvoir dire comment pourrait-on croire quelqu'un qui nous balade, qui nous travaille depuis des années, mais enfin depuis des mois et depuis un mois et demi maintenant. Mais est-ce que cet acte d'autorité d'imposer une vaccination sans le dire, comme vous l'avez dit, permet à une partie de la France de refaire société autour du devoir vaccinal finalement? Vous savez, on ne crée pas une république avec un claquement de doigts, on recrée une république parce qu'elle est quand même pas en bon état, parce qu'on est un chef qui s'est cheffé, disons-le comme ça, c'est-à-dire parce qu'on est respectable et respecté. Quand on fait des choses du genre se faire photographier avec un doigt d'honneur aux Antilles, se faire filmer avec des youtubeurs qui font des galipettes dans l'Élysée, quand le président de la République dit « Ah putain », etc. Il y a un moment donné, vous n'êtes plus crédible quand vous donnez des ordres. Le chef doit être au-dessus de tout ça, il doit être respectable pour être respecté. Quand il n'est pas respectable, il n'est plus respecté. Quand sa parole n'est plus respectée, c'est un peu n'importe quoi. Donc on ne dit pas je refais une république comme ça en claquant les doigts, parce qu'on sait très bien que la république, c'est plus compliqué que ça à reconstruire. Il y a une espèce de post-68 hardisme, je dirais, qui consiste à dire que la liberté, c'est le pouvoir de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. J'ai bien le droit. Souvenez-vous de Cyril Collard, qui avait le sida et qui estimait qu'il avait bien le droit de coucher avec des gens sans préservatif. On confond, c'est pas la liberté, c'est la licence. La liberté, Rousseau disait que c'était l'obéissance à la loi quand c'est prescrite. C'est pas exactement la même chose. Et quand les gens revendiquent la liberté, ils se trompent, ils revendiquent la licence, c'est-à-dire le pouvoir de faire n'importe quoi. Donc je dirais aussi le pouvoir de violer, le pouvoir d'insulter, c'est une liberté. On marche sur la tête quand on estime que le caprice d'un enfant de 13 ans, ça s'appelle la liberté. Non, ça s'appelle pas la liberté, ça s'appelle la licence. Et nous sommes dans un régime de licence, sûrement pas dans un régime de liberté. Michel Onfray, que pensez-vous du niveau du débat public en France actuellement? Le sénateur Claude Malhuret disait dans l'hémicycle de la Chambre haute, comme Zorro, Facebook et Twitter sont arrivés, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Il n'a pas tort, mais si on est passé de ça à ça, c'est parce que lui a fait partie d'équipes politiques du côté de Chirac, si je me souviens bien à l'époque, qui ont quand même détruit la société française. Donc Malhuret ferait mieux de se taire, parce qu'il a bien le droit de dénoncer quelque chose, mais quand on a contribué soi-même à la destruction du pays, on ne s'en vient pas déplorer la destruction. C'est-à-dire que des gens comme Mitterrand, comme Chirac ont détruit l'école républicaine, donc évidemment il n'y a plus d'école, il y a des pédagogues.
Et quand on n'enseigne plus rien à l'école, sauf des bêtises, l'art de vider ses poubelles ou de savoir ce que c'est qu'une transition écologique, et bien évidemment qu'on n'enseigne que les vaccins, de sorte que les gens vont voir ce qu'est le vaccin sur Internet, et comme sur Internet il y a tout et n'importe quoi, l'école des gens aujourd'hui c'est plutôt Internet que la République. Michel Onfray, il y a eu l'allocution du président de la République à la mi-juillet. Quel doit être, à votre avis, si vous pouviez le conseiller éventuellement, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'il doit faire à la rentrée pour rassembler ce pays? Si on joue le jeu, je dirais démissionner, quoi. Démissionner, remettre son mandat en jeu, expliquer que on va refaire une république, arrêter d'être là pour faire le jeu des banquiers mais pas des Français. C'est tout qui est à revoir déjà. Il a perdu toutes les élections qu'il a pu faire depuis qu'il est président de la République. À chaque fois qu'on perd une élection dans le régime républicain du général de Gaulle, on démissionne. Lui, quand il perd une élection, il reste. Et que ce soit les municipales, que ce soit les régionales, que ce soit des élections intermédiaires. Il n'a pas réussi à obtenir une seule région aux dernières consultations électorales. On voudrait dans ces cas-là que soit le chef de l'État démissionne, soit il change véritablement de politique. Donc il change de Premier ministre, il fait la politique que les gens demandent. La République, c'est ça. Le peuple n'est pas au service du chef de l'État. Il n'a pas compris que c'était le chef de l'État qui était au service du peuple. Et s'il y avait quelque chose à lui conseiller, ce serait de dire écoutez ce que le peuple vous dit, ça fait bien longtemps qu'il ne veut plus de vous, allez-vous-en. Allez, autre sujet, Michel Onfray. Vous avez pris récemment la défense de la messe en latin dans une tribune au journal Le Figaro. Pourquoi l'athée que vous êtes tient-il tellement à la défendre? Parce que je défends tout ce qui est patrimonial et que il y aurait par exemple une basilique du 9e siècle qu'on voudrait détruire pour y installer une tour d'immeuble, que je défendrais cette église, justement parce que je suis athée et que je suis d'une civilisation dans laquelle il y a du patrimoine. La messe en latin est un patrimoine. Moi, je ne crois pas en Dieu, je suis pas bigot, je suis pas calotin, je ne cherche pas Dieu, je n'ai pas envie d'être touché par la grâce, je ne cours pas après ça, je suis athée, très content d'être athée. Mais je défends tous les patrimoines, de la même manière que je défendrai Quand vous répétez régulièrement notre civilisation judéo-chrétienne, c'est ça? C'est notre culture commune? C'est ça. C'est-à-dire que nous sommes gréco-romains et judéo-chrétiens. C'est-à-dire il y a eu Athènes, puis il y a eu Rome, puis il y a eu Jérusalem, et puis il y a eu, on dira, disons Paris si on veut, quoi. Mais c'est une culture, l'Europe, et cette culture c'est la mienne. C'est la culture qui fait que on a eu Dante et on a eu Cervantes, on a eu Molière, on a eu Rabelais, on a eu Montaigne, on a eu Voltaire, on a eu mais aussi Lully, mais aussi Bach, mais aussi Mozart, et ça aussi c'est patrimonial. Donc vous pourriez encore écrire aujourd'hui ce fameux traité de la théologie d'il y a très longtemps. Ah mais bien sûr, Je ne retire aucune ligne à mon traité de la théologie. J'ai d'ailleurs écrit dans le traité de la théologie que j'en avais contre les agenouilleurs et pas contre les agenouillés. Donc moi, quelqu'un qui croit en Dieu ne me gêne pas. Quelqu'un qui croit en Dieu qui me dit que je suis obligé d'y croire et de croire au même Dieu que lui, alors ça me gêne. Donc c'est le prosélytisme qui me gêne. La messe en latin n'est pas une messe prosélyte. Tant qu'on ne vient pas me chercher pour y assister, je défendrai la messe en latin. Vous savez, tout le monde se cause de ce mot de Voltaire, enfin, attribué à Voltaire, on dit je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai tout le temps pour que vous puissiez exprimer votre propos. Tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Moi, je dis, effectivement, je suis pas d'accord avec vous, encore que je ne suis pas croyant, je n'ai pas la foi. Mais pour moi, la messe n'est pas une occasion de rencontrer le Seigneur, auquel je ne crois pas, mais c'est l'occasion de mettre en place un rite qui existe depuis 2000 ans. Donc il faut défendre tout ce qui relève du patrimonial, de la même manière que je défendrai la bouillabaisse ou que je défendrai une fête folklorique dans le Pays Basque. Mais est-ce que c'est aussi ce délitement finalement de notre héritage judéo-chrétien qui provoque aujourd'hui des tensions en France ? Oui, parce qu'il n'y a plus de point de repère. C'est-à-dire, on détruit les villages, on détruit les communautés sous prétexte qu'elles sont fascistes, pétinistes, vichistes. Le campagnard, c'est un plouc. Regardez toutes les publicités qui mettent en scène qui permettent de vendre des fromages et tous des crétins bien blancs, des abrutis ahuris, bedonnants. Donc il y a une espèce de haine de tout ce qui est rural, de tout ce qui est provincial, de tout ce qui est ancien, ancestral, de tout ce qui est patrimonial, justement, parce qu'il faudrait être moderne. Il faudrait être moderne, c'est-à-dire cosmopolite, universaliste, de nulle part, de partout, connecté, branché, etc. Donc effectivement, quand on veut un homme nomade, eh bien on a un homme sans racines, ça veut dire qu'intellectuellement, on a aussi des hommes sans racines, c'est-à-dire sans fondement intellectuel. Je me sens en pleine forme encore, Michel Onfray. Une question sur 2022, rapidement. Éric Zemmour envisagerait de se présenter. Est-ce que vous approuvez sa démarche? Je sais que vous lui parlez souvent, vous le voyez. Vous en avez parlé avec lui?
Oui, on en a parlé. Moi, je suis un homme de gauche, donc je lui ai dit qu'il faudrait qu'il muscle son bras gauche et qu'il y ait un peu plus de peuple dans son projet, parce que je trouve que quand on veut rassembler les Français, on ne peut pas mobiliser la moitié des Français, et encore une partie de la moitié des Français. Moi, je suis assez gaullien et de gauche, et je pense qu'on peut très bien être dans une logique de rassemblement, mais il faut rassembler tout le monde. Donc les concessions faites à la droite, oui, mais il faut faire des concessions à la gauche aussi. Il sera candidat pour vous? Bah, ça paraît assez clair. Je sais pas, il y a eu un reportage dans Paris Match qui donne les noms, les gens, qui fait quoi. Il est en train de prendre des cours accélérés d'économie. Il vous a dit j'y vais? Non, il n'a pas dit. Non. Non, mais je suis pas assez intime pour qu'il me le dise, mais il a dû le dire à quelques-uns. Si Loïc Le Floch-Prigent donne des leçons d'économie à Éric Zemmour, c'est qu'il a l'intention d'y aller, je pense. Michel Onfray, dernier livre paru, L'art d'être français aux éditions Bouquin. Un grand merci à vous, Michel. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.